Aujourd'hui, on va aborder un thème assez spécial qui est relatif à l'immigration au Canada. Alors, je vais donner quelques conseils à des personnes qui me posent tout le temps des questions en inbox. Pris, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de venir au Canada et qui ne sait pas trop comment s'y prendre? Je précise que la vidéo ne va pas s'attarder sur le processus d'immigration, mais sur des conseils qu'on peut donner à ses frères, à ses sœurs, à ses amis, sur comment se préparer à venir au Canada. Allez, c'est parti! Coucou Tine, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Eh bien, vous l'avez compris, la vidéo du jour, c'est conseils à mes frères africains qui décident d'immigrer au Canada ou qui sont dans le processus d'immigration au Canada. Alors, je précise pourquoi africain. Africain tout simplement parce que je suis une Africaine, on a nos réalités et il y a vraiment une différence entre notre culture et la culture canadienne. Donc, je vais vraiment mettre les choses au clair dès le départ pour que vous puissiez bien être préparés avant d'aborder le grand saut. Je précise également que cette vidéo n'est pas en fait pour décourager les personnes qui sont dans le processus d'immigration, pour leur dire ne venez pas ici, c'est pas la peine. Non, je fais plutôt cette vidéo pour conscientiser et pour donner des outils à ceux qui sont déjà dans le processus, qui puissent avoir les armes nécessaires afin de venir au Canada de façon plus sereine, smoothly, right? Il y a des choses que vous devez savoir bien avant de venir ici. Beaucoup d'Africains font le grand saut sans savoir véritablement le Canada, là, c'est quoi, c'est comment. Oui, c'est une terre d'accueil, oui, c'est une terre d'immigration. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Premier conseil que je donne aux Africains qui viennent au Canada. Connaissez un peu les lois du Canada. Je ne vous demande pas de bosser la Constitution, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur les lois du Canada, mais je vous demande de connaître les lois fondamentales. Par exemple, il y a une loi très importante qui est la Charte canadienne des droits et des libertés. Celle-là, c'est la loi la plus importante de la Constitution canadienne. Apprenez-la, connaissez-la un tout petit peu quoi. C'est une charte qui énonce tout simplement des droits que les Canadiens estiment être nécessaires au maintien d'une société libre et démocratique. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce que les Canadiens valorisent le plus est inscrit dans cette loi-là. Par exemple, l'article 2 parle des libertés fondamentales et l'article 2A parle des libertés de croyance. Chacun est libre d'adhérer à la religion qu'il veut. Chacun est libre d'exercer la foi qu'il veut, sans être jugé, sans être critiqué, sans être vilipendé. Ça, c'est important pour les Canadiens. Un autre article que je trouve assez important dans cette charte, c'est l'article 15. L'article 15 fait référence au droit et à l'égalité. Ça veut dire que devant la loi, tout le monde est égal. Ça veut dire que tout le monde bénéficie de la même protection, indépendamment du sexe, indépendamment de la religion, indépendamment de l'âge. J'insiste sur cet article-là, pourquoi? Parce que dans nos sociétés africaines, il y a le canevas du respect et de la culture africaine. Ici au Canada, vos enfants ont le droit de s'exprimer, pas dans le respect toujours, mais ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, ils ont le droit de vous parler, ils ont le droit de communiquer avec vous. Pas parce qu'ils sont plus jeunes que vous, pas parce que vous les avez mis au monde, que vous devez les brimer, que vous devez les empêcher d'avoir leur liberté d'expression. Et vous avez vu que cette loi-là aussi parle d'égalité de droits entre les hommes et les femmes. En Afrique, même si on a l'égalité des droits, là, dans la réalité, dans les faits, c'est pas vraiment appliqué. Quand je dis que c'est pas appliqué, c'est-à-dire que si une femme subit des violences de la part de son conjoint, les procédures vont prendre plus de temps, la famille va intervenir pour essayer d'arranger les choses. Ici, ce sera différent. Si pour une raison ou pour une autre, vous portez la main à votre conjoint subit des violences, que ce soit des violences physiques ou verbales, vous pouvez avoir de gros soucis. Faites très attention à la façon dont vous abordez les problèmes avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint. Et je parle dans les deux sens. La violence conjugale est fortement réprimandée ici. La violence faite aux enfants également. Même si c'est votre enfant, vous n'avez pas le droit de porter main à cet enfant. Nous avons eu des cas ici où il y a eu des violences conjugales ou violences faites aux enfants, où les enfants ont été placés dans des familles d'accueil. Ça a disloqué des familles. Donc, quand vous décidez de venir au Canada, il faudrait que ce soit une autre approche si votre façon de communiquer entre vous, que ce soit avec vos conjoints ou avec vos enfants. Sur la question des lois, je voudrais aussi également dire que la loi, elle s'applique. De toute façon que la loi est écrite là, c'est comme ça qu'elle s'applique. Il n'y a pas d'arrangement. Donc, si jamais quelque chose se passe et que la loi entre en vigueur, eh bien la loi va s'appliquer indépendamment de ton statut. Elle va s'appliquer à toi durement. Donc faisons attention à ne pas entrer en porte-à-faux avec la loi
ou faisons attention à ne pas faire des choses qui pourraient porter préjudice à notre intégration dans ce pays. Deuxième conseil que je pourrais donner à mes frères et à mes sœurs africaines qui décident de venir immigrer au Canada, essayez de vous intégrer à la culture canadienne. Quand on vient dans un nouveau pays, on vient certes avec son bagage culturel, on vient avec ses habitudes, mais vous venez dans un pays dans lequel vous immigrez, dans lequel vous voulez vous insérer psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et ça demande quand même que vous puissiez avoir une certaine hauteur, une certaine capacité d'adaptation. On ne vous demande pas de reléguer au second plan tout ce que vous avez appris, vos valeurs. On ne vous demande pas d'oublier tout ce que vous êtes. Ce qu'on vous demande, c'est juste de faire un effort d'intégration. L'effort d'intégration va demander que vous sortiez un tout petit peu du communautarisme. Parce que quand on vient, généralement, on reste en communauté. Voilà, les Ivoiriens vont rester avec les Ivoiriens, les Camerounais vont rester avec les Camerounais. C'est très bien d'avoir cette communauté qui nous accompagne parce que, évidemment, on est dans un pays étranger, on cherche ses repères. Quand on arrive, on est nouveau, on veut pouvoir avoir des personnes sur qui s'appuyer, sur qui compter. Ce que je comprends parfaitement. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est qu'on reste dans ce cercle et qu'on ne décide pas d'élargir ses horizons. On reste entre nous, cellules fermées, et qu'on ne décide pas d'approcher les autres, on ne décide pas de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de faire. Ça, par contre, c'est pas très intéressant. Vous pouvez embrasser la culture canadienne en essayant des mets canadiens. Il y a des mets qui sont typiques du Canada, des plats, des repas, de la nourriture qui est typique canadienne. Allez un peu essayer ce qu'ils font en termes de nourriture. Si vous êtes au Québec, vous pouvez manger la poutine, par exemple. Ça, c'est le repas national. Juste pour essayer de comprendre, en fait, comment les gens vivent. Vous pouvez également embrasser la culture canadienne en essayant des sports nouveaux. Chez nous, au pays, on a le foot, on a le basket, on a le handball. Mais ici, quand tu vas venir, tu vas entendre parler de badminton. Est-ce que tu sais ce que c'est que le badminton? Moi, c'est ici que j'ai su qu'il y avait un sport qui s'appelait le badminton. Tu vas entendre parler de ski, tu vas entendre parler de patinage, parce qu'effectivement, c'est un pays où il y a l'hiver, donc il y a des sports d'hiver. Et ce sont des choses que tu peux essayer pour élargir tes horizons et puis enrichir tes expériences personnelles. Il y a aussi d'autres activités qui sont très intéressantes à faire. Vous pouvez tout simplement aller au chalet avec la famille. Il y a des chalets qui sont un peu comme des cabanes dans les bois que vous pouvez louer et aller en famille pour passer du temps, vous rapprocher de la nature et puis être un peu déstressé par rapport aux activités de la ville. Vous pouvez également faire du kayak pour ceux qui aiment les sensations fortes. Allez faire du kayak qui est un peu comme du bateau sur des rivières ou des lacs. Vous pouvez également aller à la pêche. En été, il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont organisées autour de la pêche. Donc, essayez un tout petit peu de sortir de votre zone de confort. Embrasser la culture canadienne va vous demander de sortir un peu de votre carcan et puis de découvrir un peu les lieux touristiques du Canada. Oui, c'est très important. Quand vous êtes dans une ville et qu'il y a des lieux à explorer, visitez, sortez, explorez. Dernier point que je peux aborder en ce qui concerne la culture, ayez des amis canadiens. Les Canadiens sont des gens très ouverts. Essayez d'avoir des affinités avec une ou deux personnes. Je ne vous demande pas de forcer l'amitié, mais je vous demande d'être ouvert à avoir des amis canadiens. Quand vous fréquentez des gens d'autres cultures, ça vous permet aussi de comprendre comment ces gens-là vivent, comment ils réfléchissent, comment ils pensent, etc. Et vous-même, ça vous enrichit. Un autre conseil que je voudrais donner, c'est le conseil qui concerne les finances. Comme le Canada, c'est un pays qui est vraiment favorable à l'endettement. Quand je parle d'endettement, je parle de l'endettement personnel, c'est-à-dire que le crédit, il est très facile d'accès ici. Si vous êtes accepté par une banque, on vous offre une carte de crédit. Tout de suite, vous pouvez demander un crédit. Vous pouvez utiliser ce crédit-là comme bon vous semble. Mais le piège, c'est que vous devez rembourser le crédit dans les délais. Donc, si vous avez pris un crédit de 1 000 $ et qu'on vous dit que vous devez rembourser, par exemple, 10% des 1 000 $ avant le 25, soyez sûr que vous devez rembourser ça avant le 25. Si vous ne le faites pas, vous allez vous créer un mauvais score de crédit ou une mauvaise cote de crédit. Je vous explique ce que c'est que la cote de crédit brièvement. Quand on vous donne la carte de crédit, en fait, la banque regarde votre capacité à dépenser et à rembourser à temps. De sorte que demain, si vous allez approcher une banque pour demander un prêt, que ce soit pour construire une maison ou faire un projet, peu importe, la banque se sent rassurée parce que quand elle regarde votre score, elle voit que vous êtes une personne fiable qui rembourse ses prêts à temps. Et ça, c'est très important. Ça prend du temps de construire une cote de crédit. Donc, vous devez vraiment prendre le temps pour construire cette cote-là, rembourser vos crédits vraiment à temps, que ce soit les crédits scolaires que vous allez prendre pour aller à l'école, que ce soit les crédits au logement, que ce soit les crédits à l'installation,
que ce soit le crédit de la carte de crédit, eh bien, tout doit être remboursé à temps. Moi, généralement, ce que je conseille aux personnes qui sont arrivantes, c'est de ne pas prendre de crédit, par exemple, pour s'acheter une voiture. Une première voiture que vous voulez acheter au Canada, achetez-la avec vos fonds propres si vous en avez les moyens, bien évidemment. Et après, quand vous aurez constitué votre crédit, votre cote de crédit ou votre historique de crédit qui sera assez bon, vous pourrez en ce moment-là demander un crédit, soit pour une voiture plus intéressante ou peut-être, pour ce que je conseille, une maison. Aussi un aspect du volet finance qui concerne les finances personnelles. Moi, ce que je conseille aux nouveaux arrivants, c'est vraiment de vous accorder sur la façon de gérer vos finances personnelles. Parce qu'ici, la main droite lave la main gauche. Quand vous êtes en couple, les revenus de la famille, asseyez-vous, discutez comment ça va être réparti, comment vous utilisez également l'allocation qui est reversée aux enfants. L'allocation, généralement, est reversée à la mère parce que le Canada estime que c'est la mère qui connaît les besoins de l'enfant. Donc, c'est sur le compte bancaire de la mère que cette allocation sera versée. C'est pour les enfants, pour s'occuper d'eux. Même si cette allocation se trouve sur le compte de la mère de l'enfant, vous devez ensemble décider de comment cette allocation sera utilisée pour éviter des problèmes inutiles. On se comprend? Un autre point en ce qui concerne les finances, c'est un point qui est assez drôle parce que au Canada, sachez que tout ce que vous achetez est hors taxe. Donc, quand vous allez dans un magasin, quand vous allez voir un article, il n'y a pas encore la taxe qui est incluse. C'est quand vous allez passer à la caisse que le caissier va ajouter la taxe et vous allez payer le montant que vous avez vu dans le magasin plus la taxe. Indépendamment de la province, parce que j'utilise toujours ce terme parce que tout varie d'une province à une autre, la taxe va être d'environ 13,5%. Certaines provinces, je pense, vont jusqu'à 15%, d'autres en dessous de 13%. Donc, quand vous voyez un prix, par exemple, de 10 $, sur un article, ne vous dites pas que quand vous allez à la caisse, vous allez payer 10 $. Ne soyez pas surpris à chaque fois si vous voyez que votre facture diffère du montant que vous avez vu de l'article en magasin. C'est comme ça y est, on est dedans. Un autre conseil que je peux donner, c'est celui de l'emploi. Quand vous êtes nouveau arrivant, vous cherchez du travail. Ça, on est d'accord. On veut être indépendant financièrement et tout. C'est très important. Ne vous asseyez pas et puis dire que oui, je vais rien faire, je vais recevoir les allocations, vivre sur le social. Ne faites pas ça. En tout cas, si vous avez vos 2 bras et vos 2 pieds et que vous pouvez être en activité au Canada, là, travailler. Parce que quand vous avez été recruté en tant que travailleur qualifié ou en tant que travailleur temporaire. Le processus d'immigration au Canada diffère du processus d'immigration d'autres pays. Ils vous recrutent en fonction de vos compétences et de vos qualités. Donc, quand vous venez là, valorisez ça. Montrez que vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts. D'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre votre CV aux normes canadiennes. Comment on met son CV aux normes canadiennes? C'est tout simplement en allant sur Google et en regardant comment un CV se fait au Canada. Alors ben là, je plaisante, je vous donne tout de suite le topo. Il y a une différence entre nos CV classiques dans nos pays africains et les CV au Canada. Au Canada, on ne te demandera pas si tu es célibataire sur ton CV, si tu as enfant sur ton CV, de mettre une photo sur ton CV. Donc, pas de photo, pas d'âge, pas de situation matrimoniale. Ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est ce que tu sais faire, ce que tu as fait comme étude et quelles sont tes compétences. Donc, c'est ce que tu vas devoir valoriser le plus sur ton CV. Si tu as des certifications, tu le mets sur ton CV. Si tu as un LinkedIn, tu mets le lien sur ton CV parce qu'on est en Amérique du Nord, n'oubliez pas. Et ici, le LinkedIn est très important. Et surtout, votre CV, rendez-le concis. Ne faites pas des CV de 3, 4, 5 pages. Faites des CV vraiment condensés où vous donnez l'essentiel. N'allez pas trop dans les explications. Les explications se donnent en face-to-face lors de l'entretien. Soyez bref et concis. Votre CV maximum 2 pages, sinon une seule page. Ça suffit. Également, quand vous êtes en recherche d'emploi, surtout quand vous êtes nouveau là, baissez un peu les standards. Oui, on se connaît. Si au pays tu étais directeur, si au pays tu étais chef de service, si au pays tu avais un poste très élevé, sache qu'ici, tu ne pourras pas l'avoir d'un coup. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Une chose qu'ils vont demander, c'est l'expérience canadienne. Et l'expérience canadienne, pour l'avoir, il faut que tu travailles déjà dans une entreprise, que tu aies fait 3 à 6 mois et que la personne qui veut te recruter voie que tu as déjà eu une certaine expérience avec une entreprise canadienne. Du coup, ça veut dire que tu comprends la culture du travail, du monde professionnel, etc. Donc, ça établit un sentiment de confiance. Downgrader. Quand je dis downgrader, ça veut dire rabaisser un tout petit peu vos exigences.
Si tu étais directeur dans ton pays, ça ne veut pas dire que tu seras automatiquement directeur ici. Tu peux chercher un travail juste pour avoir l'expérience canadienne. Et après avoir reçu cette expérience-là, bien évidemment, tu pourras chercher quelque chose qui te correspond un peu plus. Donc, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Je ne vous demande pas d'aller faire des métiers que vous n'avez pas envie de faire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous donne mon expérience personnelle. Quand je suis arrivée ici, j'étais déjà chargée de communication dans mon pays. J'ai vu les réalités du monde du travail. J'ai compris que pour être chargée de communication ici, il allait falloir que je sois parfaitement bilingue. Vu que je n'avais pas l'anglais qu'il fallait pour embrasser le métier de la communication, j'ai rabaissé mes standards un tout petit peu. Je suis allée chercher un travail dans le domaine des centres d'appel parce que je l'avais déjà fait. Eh bien, j'ai travaillé dans les centres d'appel pendant 5 mois. Et puis après, j'ai décidé tout simplement d'aller en zone anglophone parce qu'en ce temps, j'étais au Québec pour me perfectionner, devenir parfaitement bilingue et puis chercher le travail que je voulais faire parce que j'estime que c'est un pays qui offre pas mal d'opportunités et qu'il faut prendre avantage de tout ce que le Canada offre en termes d'opportunités. Et moi, l'opportunité que je vois le plus ici, c'est l'opportunité de la formation. J'ai fait mon anglais pendant 1 an. Après ça, j'ai fait une autre formation pour devenir chargée de projet. Et là, je travaille pour une entreprise américaine en tant que chargée de projet. Je vous parle de ça parce que parfois, quand on vient, on a nos ambitions, on a nos desiderata, on fixe la barre haute. Mais quand tu viens, sache que tu vas devoir te battre pour atteindre un certain niveau. Je ne dis pas que tous ceux qui viennent au Canada doivent forcément reprendre leurs études parce que ça, c'est une idée reçue. Moi, je voulais vraiment avoir une expérience sur le domaine du management des projets. C'est pour ça que je suis repartie à l'école. Sinon, si je voulais rester dans mon domaine, je ne serais vraiment pas partie ou je serais partie juste pour faire un certificat et obtenir une option supplémentaire. Donc, ne pensez pas aussi, ça c'est un autre conseil, que quand vous venez, vous devez obligatoirement reprendre vos études à zéro. Ça, c'est une misconception, comme on le dit en anglais. C'est une idée reçue. Il y a des personnes qui viennent et qui décident carrément de changer d'orientation de carrière. Si vous décidez de changer d'orientation de carrière, ça veut dire que vous êtes prêt à repartir à l'école à partir de zéro pour apprendre un nouveau métier et ça, c'est compréhensible. Mais si vous avez déjà une carrière dans un domaine bien défini et que vous voulez travailler au Canada, bien évidemment, si c'est un métier réglementé, il y a des normes. On va vous demander peut-être d'avoir certaines certifications, des compétences additionnelles, mais on ne va pas vous demander de reprendre tout à zéro. Donc, il faut savoir faire la part des choses. L'autre conseil que je donne, apprenez l'anglais. Vous venez dans un pays qui est bilingue, prenez avantage. Ce n'est pas sorcier. Si vous estimez que vous êtes dans une ville où vous ne pouvez pas apprendre l'anglais parce que c'est le Canada francophone, vous êtes au Québec ou vous êtes dans une ville, vous êtes à Montréal, vous êtes à Québec City, vous êtes à Gatineau. Si vous avez la possibilité de déménager pour venir dans une ville anglophone, ben faites-le. Je ne peux pas concevoir qu'on vienne dans un pays qui est bilingue et qu'on décide de rester dans sa zone de confort et de ne pas apprendre l'anglais. Quand vous êtes bilingue, vous avez toutes les opportunités d'emploi. On vous court après, que ce soit au gouvernement comme dans des corporations privées. Bonifiez-vous en anglais. Très important. Surtout, ça va vous faire décoller votre carrière professionnelle. Vous aurez les plus belles offres d'emploi. Si vous envisagez dans le futur de retourner au pays, pourquoi pas, eh bien, ça va également vous aider à avoir d'autres opportunités de carrière plus florissantes. Un autre point qui concerne l'emploi, faites-vous des amis dans le milieu professionnel. Parce qu'ici, contrairement à chez nous en Afrique, les références là, c'est la norme. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans une entreprise, que vous la quittez, que vous allez dans une autre entreprise, on va vous demander les références de là où vous venez. Donc, vous n'avez même pas envie même d'être en porte-à-faux avec qui que ce soit. Parce que les personnes que vous quittez vont vous référencer pour là où vous allez. Et puis, même quand vous travaillez dans des entreprises, on vous demande vous-même de référencer des personnes dehors pour qu'elles entrent. Et puis, on vous paye pour ça. Certaines entreprises le font pour inciter leurs employés à référencer leurs amis à venir postuler. Et si cet ami-là passe l'entretien et est recruté par l'entreprise, celui qui l'a fait entrer est payé. C'est approuvé ici. C'est la norme. Donc, tu n'as même pas envie d'être en porte-à-faux avec quelqu'un dans ton milieu professionnel. Bien évidemment, si dans ton milieu professionnel, tu es victime d'injustice, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de voir ton supérieur, tu as le droit de porter cela. L'attention des personnes te ressources. Mais autant que cela dépend de toi, sois en paix avec les gens au travail, fais ton travail comme il le faut, investis-toi 100%, montre que tu es capable, montre que oui, tu es quelqu'un qui est vraiment sérieux et tout. Et quand c'est comme ça, quand il y a ce climat de confiance qui est créé dès le départ, vous verrez qu'on va vous donner des responsabilités plus grandes, qu'on vous fera confiance et que même quand vous allez dire que vous voulez une augmentation salariale, ça ne va même pas poser de problème. Généralement, quand on vient, on a une famille qui va nous accueillir au début, chez qui on va vivre 2-3 jours. Et puis après, on va se chercher, etc. Mais quand vous venez, si vous n'avez pas eu la maison dans 2-3 jours, faites comment?
Vous allez rester chez cette famille-là. Moi, ce que je conseille, c'est que depuis le pays même là, choisissez votre maison si vous pouvez. Surtout si vous êtes une famille nombreuse. Quand c'est une personne seule, il n'y a pas de problème. Mais une famille nombreuse là, choisissez déjà. Même si c'est un Airbnb, prenez Airbnb. Même si vous êtes chez des amis, ne restez pas là-bas plus d'une semaine. Partez. Prenez votre espace. Si vous pouvez choisir votre appartement même depuis que vous êtes au pays, ce serait très bien. Là, quand vous venez là, vous rentrez directement chez vous. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, que vous devez passer chez des amis, pas plus d'une semaine là-bas. Voilà, une semaine que vous passez là-bas, là, vous cherchez activement votre maison et puis vous partez. Très important. Sachez établir le respect. Parce qu'après, foutaise va sortir dedans. Je vous ai dit, oh. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Le dernier conseil, non de moindre, l'hiver, oui. Bienvenue au Canada, le congélateur géant. Là où l'hiver même donne pas non. En tout cas, merveilleux pays, merveilleux hiver, merveilleux climat. Le climat canadien est assez spécial. Ce que je conseille, venez au Canada en avril. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'opportunité de voir la fin de l'hiver et puis de voir le printemps, de voir l'été et puis de mieux vous préparer pour l'hiver qui s'en vient. Comme ça, vous avez le temps de voir toutes les saisons avant d'affronter votre réel premier hiver. Je le dis en connaissance de cause. Si vous pouvez venir à la fin, c'est mieux. Mettez un budget à part pour votre équipement en hiver, pour vos chaussettes, pour votre manteau, pour vos gants, pour votre bonnet. Très important. Je vous donne mon exemple. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée en avril, je n'avais pas vraiment besoin de manteau. Je suis venue avec un manteau de la Côte d'Ivoire et ce manteau-là m'a servi. D'accord? Puisque c'était la fin de l'hiver. Donc, je n'ai pas vraiment eu besoin d'acheter un nouveau manteau. Et donc, après, il y a eu le printemps. J'ai utilisé ce même manteau-là. L'été, l'automne, j'ai réutilisé ce manteau. Et en hiver, l'hiver qui a suivi, je suis tout simplement allée à Point Zéro pour m'acheter un manteau qui m'a coûté 260 $. Je me suis acheté des bottes Kamik qui m'ont coûté 90 $. C'est un investissement. Vous devez investir dans vos équipements d'hiver parce que l'hiver, ça ne badine pas. Mais ce manteau que j'ai acheté à 260 $, je l'ai jusqu'à aujourd'hui, on va dire près de 4 hivers après. C'est un très bon investissement. Je vais juste changer mon manteau l'hiver prochain. Prenez un manteau qui en vaut la peine. Moi, je dirais que le prix d'un manteau varie entre 200 et 500 $. Il y a même des manteaux de 1000 $, mais je ne vous demanderai pas d'aller jusque-là, d'avoir un manteau aussi cher. Mais achetez des choses qui vont vraiment durer avec vous. Et puis, ce que je voulais dire pour ceux qui appréhendent l'hiver, comme je vous l'ai dit, on a les vêtements d'hiver. Donc, n'ayez pas peur. Venez. Ici, on ne reste pas dehors également en hiver. Donc, quand vous devez sortir, par exemple, pour prendre le bus, si vous n'avez pas de voiture, il y a des applications de votre bus, selon la ville où vous êtes. Vous entrez l'application et vous verrez automatiquement quelles sont les heures de passage du bus selon votre arrêt. Comme vous savez que le bus, par exemple, passe dans 5 minutes et que votre arrêt de bus est à 5 minutes de la maison, vous pouvez sortir déjà pour aller attendre le bus. Quand on est dehors en hiver, c'est pour aller d'un point A à un point B. C'est pour aller par exemple à l'épicerie du coin qui n'est peut-être pas très loin, ou c'est pour aller à son arrêt de bus, ou c'est pour marcher pour aller à sa voiture. On ne se promène pas comme ça dans le quartier en hiver, ça ne se fait pas. Tous les endroits sont chauffés. Les supermarchés sont chauffés, les bus sont chauffés. C'est juste quand vous sortez dans la rue que vous allez sentir le froid. Une petite anecdote, j'ai un ami qui vit aux États-Unis qui m'a dit qu'il était allé attendre le bus à l'arrêt pendant près de 30 minutes. Et qu'il avait tellement froid qu'il pleurait et que ses larmes même ont gelé. On s'est marré après, mais juste parce qu'il ne savait pas qu'il devait télécharger l'application, il ne savait pas qu'il devait traquer le bus et qu'il ne devait pas aller s'arrêter comme ça au hasard pour attendre un bus. Parce que les bus là, leurs horaires varient. Il y a des bus qui viennent chaque 30 minutes. Il y en a qui viennent chaque 15 minutes. Il y en a qui viennent chaque 5 minutes. Ça dépend vraiment de l'affluence. Donc si vous avez un bus qui vient aux 30 minutes et que vous allez vous arrêter à un arrêt de bus alors que le bus précédent est déjà passé, ça va perdre du jeu, hein. Voilà ma team, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker et à t'abonner. N'oublie pas également de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune information concernant la chaîne. On se dit à bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Ciao!